Dans une rue discrète du 18e arrondissement, un petit attroupement s'étire le long de la cage d'escalier. À l'origine de la file, une petite annonce. Studio cosy, 9 mètres carrés, douche sur le palier, WC commun. Loyer, 600 € par mois. Parmi les candidats, il y a Marie, 26 ans. Elle sort du travail, tenue impeccable, dossier sous le bras. Depuis 3 ans, Marie alterne entre les colocations précaires et les micro-studios où l'on doit choisir entre poser un matelas ou ouvrir la porte du placard. Aujourd'hui, Marie pense avoir trouvé la bonne affaire. Mais en découvrant le nombre de personnes qui participent à cette visite, sa certitude vacille. Plus de 100 personnes dans la compétition. Pour un appartement plus petit qu'une place de parking, payé 1/3 du salaire médian. Le cas de Marie n'a malheureusement rien d'exceptionnel. Des scènes similaires se produisent aux 4 coins du monde. À Hong Kong, plus de 220 000 personnes vivent dans ce qu'on appelle des appartements subdivisés. Un euphémisme pour des cages d'à peine 1,5 m² où les démunis s'entassent. Aux États-Unis, dans des villes comme San Francisco ou New York, on voit apparaître des micro-logements à des tarifs indécents. Dans de nombreux pays émergents, la crise du logement prend la forme d'immenses bidonvilles, abritant des millions de personnes n'ayant pas accès à un vrai logement abordable. Il ne s'agit donc pas d'une crise isolée, mais bien d'une crise mondiale du logement. Sommes-nous vraiment condamnés à travailler 50 ans pour nous offrir un 2 pièces en ville? Est-ce que des pays ont trouvé des solutions pour sortir de l'impasse? On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les problèmes actuels ne sont pas là par hasard. Ils sont les résultats logiques de la politique qu'on connaît depuis 70 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays se sont trouvés en situation de pénurie de logements. Des centres-villes européens en ruine aux bidonvilles qui entouraient Paris ou New York, le défi de l'habitat était colossal. Mais dans les années 1950-1970, des politiques volontaristes ont permis un essor sans précédent de la construction. En France, l'appel d'association en 1954 a réveillé les consciences. Et les 30 Glorieuses ont vu sortir de terre des millions de logements neufs qui ont mis fin au taudis d'après-guerre. Au Royaume-Uni, l'État a bâti des centaines de milliers de logements sociaux, des council houses, pour reloger les classes populaires. Aux États-Unis, la prospérité d'après-guerre s'est traduite par un exode vers les banlieues pavillonnaires. Des millions de ménages de la classe moyenne ont accédé à la maison individuelle grâce à la voiture et au lotissement bon marché. Dans l'ensemble des pays industrialisés, les années 1980 marquent l'apogée de ce progrès. La plupart des familles disposent alors d'un logement salubre, les bidonvilles disparaissent et devenir propriétaire est un objectif à portée de main. En France aussi, les bonnes conditions ont été réunies. Les gens de la génération de nos parents ou de nos grands-parents ont ainsi pu acheter leur appartement ou leur maison à un jeune âge en ayant peu ou pas d'apport, ce qui est absolument inimaginable aujourd'hui. Pendant des décennies, posséder son logement est même devenu un idéal politique. Des gouvernements de tous bords, de Margaret Thatcher promouvant la propriété pour tous en Grande-Bretagne jusqu'aux responsables français rêvant d'une France de propriétaires, ont encouragé l'accession à la propriété. L'idée sous-jacente était que le fruit de son travail permettrait à chacun d'acheter un chez-soi. Cette idéologie a effectivement aidé des millions de ménages, même les plus modestes, à se constituer un patrimoine. Mais elle portait en elle les germes des déséquilibres actuels. À partir des années 1990-2000, le vent tourne. Beaucoup d'États réduisent la construction publique et laissent le marché privé prendre le relais. La dérégulation financière et la baisse des taux d'intérêt rendent le crédit immobilier facile, ce qui alimente la montée des prix. On assiste à une financiarisation du logement. Progressivement, le logement cesse d'être uniquement un besoin social pour devenir un instrument d'investissement. Acheter un appartement pour le louer ou simplement le garder vacant en attendant que sa valeur augmente devient un placement prisé. Pour les particuliers, c'est une aubaine. Pour la majorité des gens, on peut facilement emprunter de l'argent pour obtenir un effet levier et démultiplier sa rentabilité. Mais au-delà des petits propriétaires bailleurs qui achètent un logement pour se constituer une retraite et améliorer leur qualité de vie et celle de leurs enfants, des fonds d'investissement et des particuliers fortunés acquièrent aussi des immeubles entiers pour profiter de cette opportunité. En France, le parc locatif immobilier est détenu par 13,8% des ménages et cela représente plus de 7 millions de logements. Cette transformation du logement en actif financier a malheureusement contribué à déconnecter les prix immobiliers de la réalité des revenus. En parallèle, les pouvoirs publics ont dans de nombreux pays réduit les aides directes au logement social ou à la location des ménages, tout en multipliant les avantages fiscaux pour les propriétaires et les investisseurs. La France, par exemple, a instauré des dispositifs de défiscalisation, loi Sellier, loi Pinel, etc., permettant ainsi à des particuliers d'acheter des logements neufs, à crédit, et de payer moins d'impôts.
Ces mesures visaient à stimuler la construction, mais ont souvent eu un effet inflationniste sur les prix. Avec un prêt à taux zéro et une réduction d'impôts en poche, les acheteurs ont pu surenchérir, ce qui a gonflé d'autant le prix des biens. Entre 2009 et 2020, le coût pour l'État français de ces incitations fiscales est passé de 600 millions à 2,4 milliards d'euros par an, sans résoudre la crise. Dans d'autres pays, on a encouragé les ménages en pariant que la hausse continue des valeurs couvrirait les risques. Sauf que ce pari s'est retourné, et violemment. With which we are watching this market deteriorate, down by 4, 5%, 16%, 18%. The stock market is now down 21%. 43%. La grande récession de 2008 a marqué un tournant. Elle a montré qu'un marché immobilier débridé pouvait ébranler l'économie mondiale. Paradoxalement, après l'éclatement de la bulle, les gouvernements et les banques centrales ont maintenu des politiques de taux quasi nuls pendant des années, relançant ainsi les ventes et une nouvelle flambée des prix. Puis est arrivée la pandémie de Covid-19. Et loin de faire baisser les prix, les confinements et l'épargne forcée des ménages ont stimulé une véritable frénésie d'achat de maisons avec jardin. En 2020-2021, les prix de l'immobilier ont bondi dans de nombreux pays malgré la récession. Enfin, à partir de 2022, l'inflation générale a poussé les banques centrales à remonter brutalement les taux d'intérêt. Résultat, se loger est devenu encore moins abordable qu'avant la crise de 2008 dans la plupart des grandes économies. En décembre 2024, le FMI notait que dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada ou l'Australie, le logement est moins accessible qu'au pic de la bulle immobilière de 2007. La combinaison de prêts plus chers, d'une offre de logement limitée et d'une forte demande, due notamment à la formation de nouveaux ménages et à l'urbanisation, a créé la pire crise d'accessibilité au logement depuis des décennies. Entre 2000 et 2020, les prix de l'immobilier en France ont bondi de 120%, pendant que nos salaires, eux, ne gagnaient que 18%. Sur le reste de la planète, les trajectoires sont similaires. Résultat, à Paris, pour un 3 pièces de 90 mètres carrés, il faut aligner l'équivalent de 16 ans et demi de revenus nets médians. À Londres, près de 20 ans. À New York, un peu plus de 15. À Shanghai, vous devriez épargner absolument tout ce que vous gagnez pendant 36 ans pour faire cet achat. Pendant que les candidats à la propriété candidatent, les locataires se serrent déjà la ceinture. En Europe, un ménage sur 4 verse au moins un quart de son revenu juste pour garder les clés. Chez les plus modestes, la note dépasse vite 40%. Concrètement, ça veut dire moins de vacances, moins d'épargne, parfois moins de repas équilibrés. Cette fracture est aussi générationnelle. Les baby-boomers ont acheté dans les années 70-90 à des prix encore très raisonnables. Aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants cumulent CDD, loyer hors de prix et demande de garant. D'où le surnom de la Generation Rent au Royaume-Uni. On loue, on sous-loue, on revient chez les parents, faute de pouvoir poser un vrai paillasson. En France, 41% des locataires doivent demander à un proche de se porter garant. Et les prêts sur 25 ans ou 30 ans deviennent la norme, agrémentés d'un coup de pouce familial quasi obligatoire. Lorsque le logement devient rare et cher, c'est toute la mobilité résidentielle qui se grippe. Normalement, au fil d'une vie, un individu déménage plusieurs fois pour étudier, pour un emploi, puis pour fonder une famille ou tout simplement pour chercher de meilleures opportunités. Or, on observe depuis le début des années 2000 un ralentissement de la mobilité dans de nombreux pays développés. Les gens déménagent de moins en moins souvent. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils gardent plus longtemps le logement qu'ils ont, s'ils ont la chance d'en avoir un bon marché. Un locataire installé dans un appartement à loyer raisonnable va hésiter à le lâcher, sachant qu'il risque de ne rien retrouver d'équivalent. C'est vrai aussi bien à Paris, avec l'encadrement des loyers, qu'à New York, avec les appartements sous loyer stabilisé. On s'accroche à son bail. Ainsi, en France, on voit des étudiants ne plus quitter leur studette pendant l'été, de peur de ne rien retrouver à la rentrée. Au Japon, les salariés préfèrent de plus en plus de longs trajets domicile-travail, plutôt que de déménager vers les grandes métropoles hors de prix. Résultat, le marché locatif se tend. Il y a de moins en moins de logements disponibles à la relocation chaque année, ce qui exacerbe la concurrence entre candidats locataires. Et c'est pareil pour les ventes. En France, en 2023, quand les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et qu'il y avait donc très peu d'acheteurs, qu'ont fait les vendeurs potentiels ? Ils n'ont évidemment pas bradé leurs biens, ils ont tout simplement décidé d'attendre. Je l'ai vu de mes propres yeux puisque c'est l'année où j'ai décidé d'acheter. En l'espace de 2 jours, j'ai pu visiter l'intégralité des maisons en vente dans mon budget dans une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Ensuite, la pénurie de logements abordables limite les possibilités de mobilité géographique pour le travail. On l'a vu de façon très caricaturale en 2018 lorsqu'un certain responsable politique français a conseillé aux chômeurs de traverser la rue pour trouver un emploi. Traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Cette petite phrase a suscité l'indignation parce que beaucoup de personnes traversent déjà le pays entier à la recherche d'un travail et se heurtent à la barrière du logement.
Au Royaume-Uni, les jeunes de régions déshéritées qui voudraient émigrer vers Londres pour un emploi doivent faire face à des loyers exorbitants, un véritable obstacle de plus à la mobilité sociale. Aux États-Unis, des études montrent que le chômage des jeunes est bien plus élevé dans les zones éloignées des grands centres urbains, faute de pouvoir s'y installer. Autrement dit, là où le logement manque, le travail manque aussi. Ou plutôt, les travailleurs ne peuvent pas aller là où sont les emplois. De nombreuses stations touristiques, stations de ski, le littoral, les sites naturels, peinent à recruter des serveurs, des cuisiniers, des employés saisonniers, pas par manque de candidats, mais faute de logements à leur proposer à un prix raisonnable. Ça a été flagrant après la crise du Covid. Des hôtels, restaurants ou parcs nationaux dans plusieurs pays, la France, le Canada, les États-Unis, ont dû réduire leur activité faute de pouvoir loger leurs employés saisonniers. Pendant ce temps, les locations Airbnb prospéraient tout autour. Malheureusement, quand un habitat décent devient un luxe, les individus font des choix contraints qui ont des impacts sociaux profonds. Les couples vont retarder leur séparation même s'ils ne s'entendent plus, parce que chacun sait qu'il lui sera difficile de se reloger. Des jeunes renoncent à fonder une famille faute d'espace pour accueillir un enfant. Dans les grands centres urbains, les familles qui s'agrandissent doivent souvent s'exiler toujours plus loin, en périphérie, pour trouver une chambre supplémentaire abordable, au prix de trajets pendulaires interminables. Le logement grignote donc du temps de vie, de la qualité de vie et parfois même de la dignité quand on accepte des conditions absolument indécentes, par exemple des logements insalubres ou suroccupés pour avoir un toit. Tout au bout de cette chaîne, on trouve les situations les plus dramatiques. Impayés de loyer, expulsion, sans-abrisme. Plus la machine du logement se dérègle, plus elle éjecte de nouvelles personnes sur le carreau. Les chiffres de l'explosion des expulsions et des sans-abri sont édifiants. En France, plus de 500 décès par an seraient liés directement au fait de dormir dans la rue. Une espérance de vie d'à peine 50 ans pour ces personnes. Au Canada, les refuges pour sans-abri atteignent des taux d'occupation records dans des villes comme Toronto ou Vancouver, alors qu'il y a des températures hivernales extrêmes. En Allemagne, le nombre de sans-abri officiels a bondi à 263 000 personnes en 2022, sans compter les réfugiés ukrainiens qui étaient hébergés provisoirement. Au Royaume-Uni, plus de 400 000 personnes vivent en hébergement temporaire ou dans la rue, un comble pour la 6e économie mondiale. Et partout, les associations alertent sur une crise humanitaire silencieuse. On nous répète que la crise du logement vient d'un manque de murs, que le marché de l'immobilier est tendu parce que l'offre est inélastique, parce que ça prend du temps de construire. Sauf qu'à plein d'endroits, le béton est déjà là, mais il dort. Et c'est là que le grand gaspillage commence. En France, l'INSEE recense 3 millions de logements officiellement vacants. D'accord, certains sont en travaux ou perdus au fin fond de la Creuse. Mais dans les zones tendues, des milliers d'adresses restent vides, par pure spéculation. Certains propriétaires laissent l'appartement vide plutôt que de baisser le prix ou de le louer à un étudiant. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le marché immobilier et qui biaise tout. On peut acheter un bien, ne faire aucun investissement dedans, ne pas le mettre en location, acheter un terrain et ne rien construire, et juste attendre que la valeur augmente toute seule. On n'est plus dans l'investissement immobilier, on est dans de la spéculation pure. Alors si on regarde les pourcentages, la vacance n'est peut-être pas énorme, mais en volume, ce sont des milliers de logements qui pourraient changer des milliers de vies. Par exemple, à Lyon, les logements vacants ne représentent que 1,04% du parc. Sauf que 1,04% du parc, ça représente 6 000 logements, donc potentiellement 6 000 familles. Et c'est le même tableau ailleurs. 8 millions de logements vacants au Japon, 16 millions de logements fantômes aux États-Unis, et plus d'1 demi-million d'Américains à la rue, la même nuit. Et ça, c'est sans compter tous les bureaux et les locaux commerciaux qui sont également vacants. Quand on parle de pénurie, il est important de comprendre que dans une certaine mesure, on fait nous aussi partie du problème. Parce que si la demande augmente, ce n'est pas uniquement du fait des travailleurs qui ont besoin de se loger là où sont les opportunités d'emploi, mais aussi du fait des touristes. Et je veux bien sûr parler de Airbnb. À Saint-Malo, des rues mortes 10 mois par an, des loyers qui doublent, les habitants qui déguerpissent. À Venise, Lisbonne, Barcelone, même phénomène, même expulsion douce des locaux. Alors on taxe mollement, on fixe des quotas un peu timides, puis on s'excuse devant le lobby du tourisme. Résultat, le littoral se transforme en décor de carte postale habité uniquement le week-end. Et le chapitre le plus tabou, la sous-occupation. Des millions de chambres d'amis qui ne voient jamais un invité, beaucoup de seniors dont les enfants sont partis depuis longtemps, qui occupent un logement beaucoup trop grand pour eux, et pendant ce temps, 3 étudiants se serrent dans un T2 à 40 minutes de RER. C'est la guerre des chambres. Trop d'espace glané hier, trop peu pour ceux qui arrivent aujourd'hui. On préfère bétonner de nouvelles parcelles plutôt que d'encourager un downsizing digne, des cohabitations intergénérationnelles ou du recyclage urbain. Alors oui, construire peut être nécessaire, mais pas avant d'avoir ouvert les portes déjà existantes. Une taxe vraiment dissuasive sur les vacances, un bonus de déménagement pour les seniors, un encadrement strict des plateformes touristiques. Voilà de la politique publique qui rapporterait des toits sans couler un seul mètre cube de béton supplémentaire. Face à cette crise multiforme, les réponses politiques peinent à suivre. D'un côté, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une crise du logement. De l'autre, les mesures concrètes tardent ou manquent cruellement d'ambition.
En France, un CNR Logement, donc un Conseil national de la refondation sur le logement, lancé en 2022, a rendu ses conclusions au gouvernement, qui les a purement et simplement enterrées en mai 2023, repoussant aux calendes grecques les annonces attendues. Le gouvernement a même assumé vouloir réduire le coût des politiques du logement, c'est-à-dire en faire moins, alors que l'urgence impose de faire plus. Dernièrement, c'est la prime Rénov' qui est sur la sellette. Ce programme d'aide à la rénovation énergétique permettait de subventionner, selon des paliers dépendant des revenus, les travaux d'isolation, de chauffage, etc. C'était une excellente initiative qui permettait d'abord de rénover le parc immobilier français et de le rendre plus efficace énergétiquement, tout en réduisant la facture énergétique des Français. Et deuxièmement, de rendre plus accessible des biens nécessitant une rénovation complète, notamment pour les primo-acquéreurs. Avec relativement peu de moyens, c'était donc possible d'acheter une passoire énergétique, de la rénover et de lui faire prendre de la valeur tout en faisant des économies sur les frais de notaire. Mais le dépôt des nouveaux dossiers pour la prime Rénov' a été gelé au début de cet été et on peut se demander si ça reprendra un jour. Au Royaume-Uni, les promesses de construire 300 000 logements par an n'ont jamais été tenues et récemment, le gouvernement a tout simplement abandonné les objectifs chiffrés sous la pression des députés NIMBY. Aux États-Unis, le plan Build Back Better de 2021 prévoyait des dizaines de milliards de dollars pour le logement abordable, mais cette partie a été largement sabrée lors des négociations politiques. Résultat, les associations caritatives comblent tant bien que mal les manques, tandis que des villes comme Los Angeles ou San Francisco dépensent des fortunes en nettoyage d'expulsion de campements de rue plutôt qu'en véritable relogement. Pourtant, des solutions existent et ont fait leurs preuves à certaines époques ou dans certains pays. Investir massivement dans le logement social est l'une d'entre elles. Des villes comme Vienne, en Autriche, maintiennent depuis un siècle un parc social important qui loge aujourd'hui 60% de la population, assurant des loyers modérés et stables. La ville a mené pendant des années une politique foncière et immobilière ultra stratégique. Aujourd'hui, la ville détient plus de 200 000 logements communaux et a subventionné 200 000 logements sous conditions de loyer modérés. Résultat, on trouve dans cette ville, au regard de l'emploi, de la culture, du bien-vivre, encore aujourd'hui des logements tout à fait abordables. Et d'autres villes européennes suivent, comme Bucarest ou encore Hambourg. La Finlande a presque éradiqué le sans-abrisme de rue grâce à la philosophie Housing First, logement d'abord, qui consiste à fournir un logement permanent aux sans-abri avant de régler les autres problèmes. Cela coûte moins cher que de les laisser à la rue. D'autres villes expérimentent les Community Land Trust, donc des organismes fonciers solidaires qui sortent le foncier du marché spéculatif pour proposer des logements abordables avec des bails longue durée. On voit aussi poindre des innovations comme l'habitat coopératif, l'autoconstruction accompagnée ou encore la transformation de bureaux vides en logements. Et vous, même en tant que particulier, vous avez la possibilité de soutenir ce type d'initiative via vos investissements. Parce que oui, c'est possible d'investir dans l'immobilier tout en luttant contre la pénurie de logements. Chez Goodvest, on vous permet par exemple d'investir dans des sociétés civiles immobilières responsables. Donc en gros, ce sont des fonds d'investissement immobilier qui ont des pratiques beaucoup plus durables. Ces SCI vont par exemple pratiquer le recyclage urbain, avec des projets à Aubervilliers, à Puteaux et dans le reste de la France. Ça va consister à récupérer d'anciens immeubles de bureaux ou des locaux commerciaux désaffectés et à les transformer en logement. Ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a plein de manières de rendre un projet immobilier plus responsable, par exemple en végétalisant ou en renaturant les terrasses et tous les espaces qui peuvent l'être, en récupérant d'anciens matériaux, des menuiseries par exemple, pour consommer le moins de ressources possible. La SCI qui gère ce type de projet s'appelle Novaxiaer et elle est accessible dès 100 € d'investissement. Et c'est juste un seul exemple parmi tout ce qu'elle fait. Cette même SCI met aussi à disposition, depuis 2022, des logements abordables pour les soignants des hôpitaux de Paris qui avaient du mal à se loger. À Lyon, l'association Habitat et Humanisme, également soutenue par les investissements Goodvest, accompagne les propriétaires bailleurs pour devenir des propriétaires solidaires. L'association les accompagne dans leurs travaux, dans la gestion du bien, dans la recherche de financement. Les propriétaires bénéficient aussi d'une garantie absolue en cas d'impayé. En contrepartie, le bien est mis en location sociale pour une durée de 9 ans. Ça bénéficie aux propriétaires qui ont une formule clé en main pour leur investissement, donc c'est très adapté aux novices, et aux locataires qui, eux, vont avoir un loyer beaucoup plus abordable. Depuis 2023, cette initiative a déjà permis de remettre des logements dans le circuit du marché locatif. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans l'immobilier durable et solidaire, c'est accessible dès 100 € et je vous mets plus d'informations dans la barre d'infos. La crise du logement étant mondiale, il n'y aura pas de solution miracle unique. Cependant, il y a une constante. Partout, ne rien faire aura un coût social et économique énorme. L'ONU rappelle que le droit au logement est un droit de l'homme fondamental, une condition préalable à la santé, à l'éducation, à l'emploi. Laisser une part croissante de la population en être privée mine le contrat social. La crise du logement est devenue un phénomène global, à la fois dans les mégapoles du Nord, où on parle de bulles immobilières, de gentrification, de sans-abri qui vivent sous des gratte-ciels, et dans les villes du Sud, où des millions de personnes s'entassent dans des bidonvilles sans eau courante. Les causes varient, spéculation financière, urbanisation galopante, manque de politique publique, contraintes environnementales, mais le résultat est partout le même, une fracture entre les bien logés et les autres.
Comme l'a formulé un rapporteur de l'ONU, le logement, censé être un lieu de sécurité et de dignité, est devenu pour beaucoup une source d'angoisse et d'exclusion. Il est urgent que les décideurs traitent le logement comme la priorité sociale qu'il est, sinon la bombe finira par exploser. Les alertes sont là, les solutions possibles aussi. Ne manque que le courage et la volonté collective et politique de faire du droit à un logement décent pour tous, partout dans le monde, une réalité et non un vœu pieux.